Bonjour Mao Fancini, Bonjour François, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. merci à Ça, vous. ça se prononce Fancini, c'est ça, à l'italienne? À l'italienne, moi c'est italien, c'est pas corse, c'est bien italien. Ok. Bon, ça tombe bien parce que je savais même pas qu'il y avait une prononciation corse. Ouais. Ok. Vous êtes chercheuse dans le domaine de l'évasion fiscale. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors donc je suis chercheuse à l'université Paris-Est-Créteil et je suis plus exactement chercheuse en gestion. Donc je m'intéresse aux organisations et aux entreprises, et notamment aux entreprises du secteur bancaire. J'ai soutenu une thèse en 2018 sur les lanceurs d'alerte et j'avais plusieurs cas dans ma thèse sur des lanceurs d'alerte dans la banque. Et donc, c'est dans ce contexte que j'ai commencé à m'intéresser aux paradis fiscaux et judiciaires et à l'évasion fiscale. Mhm. Mais pour être tout à fait précise, mon sujet principal de recherche, ça reste les lanceurs d'alerte. Et donc, les paradis fiscaux, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est plus de l'ordre du contexte. Donc, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est plus peut-être de citoyenne à citoyen que de. Je ne suis pas économiste ni experte à proprement parler. Oui, oui, j'ai eu des économistes par ailleurs, et puis j'aurai aussi probablement une interview avec des gens d'Oxfam, donc c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre spécificité sur les lanceurs d'alerte. Ouais. Et, euh, et donc, mais donc, on va quand même prendre l'angle de l'évasion fiscale. Je vais vous poser la même question qu'à Jean-Marc Daniel. Est-ce qu'à votre avis, on devrait tenter d'éradiquer toute évasion fiscale? Oui, Mm. non, pourquoi? Bon, alors, les questions un peu absolues, toute évasion fiscale, je pense qu'il faut s'en méfier. Mais Mhm, en tout cas, on sait que l'évasion fiscale, ça, quand même, ça cause des dommages au pays et donc aux citoyens et aux citoyennes. Et notamment, dans cette période de pandémie, on a vu que les États avaient besoin de se financer pour financer leur système de santé. Et donc, l'évasion fiscale, à mon avis, reste quand même un problème aujourd'hui. Euh, voilà, pour un premier élément de réponse. Je ne sais pas si ça vous convient. d'accord. Pourquoi c'est un problème? Alors, en fait, c'est un problème parce que c'est déséquilibré entre les pays pauvres et les pays riches. Et puis, en fait, la question, c'est la question de la concurrence entre les entreprises multinationales. Donc, juste très vite, déjà, pour ceux qui vous regardent et qui ne connaissent pas du tout le sujet, on va distinguer l'évasion fiscale des particuliers, c'est-à-dire les individus qui vont pas déclarer toutes leurs ressources à leur administration fiscale de référence, qui est Mhm. celle dans le pays duquel ils vivent, et puis l'évasion fiscale des entreprises. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement à l'évasion fiscale des entreprises pour une raison assez simple, c'est que de l'ordre de grandeur, et en gros, c'est 10 fois plus important que l'évasion fiscale des particuliers. Si je prends juste les chiffres de la France, on estime à 80-100 milliards d'euros par an le manque à gagner pour le fisc français, et D'accord. dont 20 milliards euh, seulement de l'évasion fiscale des particuliers. Donc, quand on parle d'évasion fiscale en général, c'est plutôt l'évasion fiscale des entreprises. D'accord, parce que on n'était pas vraiment d'accord justement là-dessus avec Jean-Marc Daniel. Et moi, c'est ce que je disais. Les chiffres que j'ai pu trouver, c'est de l'ordre de 70% entreprises, 30% particuliers, donc quand même un ordre de grandeur un peu inférieur à ce que vous semblez dire là. Mais Ouais. lui semblait dire que c'était plus les particuliers qui avaient plus d'évasion fiscale de la part des particuliers. Mais je crois que c'était des affirmations un peu en l'air. Il n'avait pas l'air très précis sur le sujet. Alors, ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un particulier, impôt sur le revenu, vous et moi, on a un salaire, on a un impôt sur le revenu et on a un taux d'imposition. Vous êtes à Hmm, 5,5%, vous êtes à 10%, etc. Sauf qu'en fait, les entreprises, elles ont un autre taux d'imposition qui va de 1% en Irlande à 33% en France. Donc, l'impôt sur les sociétés en France, c'est 33%, c'est le chiffre qu'on connaît. Et en fait, le problème, c'est que quand l'évasion fiscale, les particuliers très riches, ils ont tendance à se transformer en entreprise. C'est assez facile de créer hmm. un véhicule, une société où en fait vos revenus personnels, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un particulier Oui, peut se transformer en d'où entreprise. d'où les 37 familles sur les 50 familles les plus riches françaises qu'on a retrouvées dans les Open Tout à fait. Les Open Lux ont montré que sur les 50 familles les plus riches françaises, 37, au moins 37,
37 avaient au moins un compte au Luxembourg. Donc après, c'est pas grave d'avoir un compte au Luxembourg. Le seul détail, c'est qu'il faut le signaler à Bercy, c'est-à-dire à l'administration fiscale française. La Hmm. question, c'est donc on peut avoir un compte au Luxembourg, ça s'appelle de l'optimisation fiscale, mais par contre, ne pas le déclarer, là, c'est de l'évasion fiscale. Hmm. D'accord. Pour la nuance entre optimisation et évasion, il y a une phrase qui dit que la nuance entre optimisation et évasion fiscale, elle est aussi épaisse qu'un mur de prison. Voilà, c'est tout le charme de l'optimisation et évasion fiscale. Et Hmm. d'ailleurs, l'association, elle préfère parler d'évitement fiscal. Il y a bien l'intentionnalité, c'est de soustraire Hmm. ses revenus, ses ressources à la case impôt. Hmm. Oui, donc la fraude fiscale, il n'y a pas tellement de débat là-dessus, puisqu'on est de l'autre côté du mur de la prison, si j'ai bien compris. Donc on sait que c'est Ouais, illégal, ça, il faut juste ouais, mettre des moyens pour le rechercher. Bon, il n'y a pas tellement ouais. de débat là-dessus. Et sur l'optimisation fiscale, vous pensez que c'est une mauvaise chose qu'on puisse optimiser ces revenus comme ça? Alors, en fait, il y a deux questions pour moi. Il y a, Mhm. en gros, la concurrence que s'opposent les pays, y compris les pays de l'OCDE. C'est-à-dire qu'en gros, il faut bien comprendre que dans l'espace européen, les pays sont en concurrence les uns avec les autres parce qu'ils n'ont pas le même niveau d'impôt sur les sociétés. Et donc, les multinationales, aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, le système économique, c'est la mondialisation. C'est-à-dire que les entreprises, aujourd'hui, les grosses entreprises, elles sont mondiales, elles sont mondialisées. Elles ont des filiales dans énormément de pays. Donc, en fait, elles vont choisir dans quel pays elles vont loger leurs bénéfices. Mhm. Donc, par exemple, des entreprises du secteur du pétrole, dans des pays comme le Gabon ou le Libéria, donc par exemple des entreprises européennes ou anglo-saxonnes, elles vont utiliser les ressources du sol, mais par un jeu de transfert, ce qu'on appelle les prix de transfert, elles vont refacturer à leurs filiales. Certaines sont situées beaucoup dans les îles Vierges britanniques, donc, ou en Irlande par exemple, ou au Luxembourg, donc dans des paradis fiscaux et judiciaires. Et donc en fait, les pays typiquement comme le Libéria, un pays comme le Libéria va avoir du mal à percevoir de l'impôt sur les entreprises qui exploitent son sol. Hmm. Mais D'accord? ce que dit Jean-Marc Daniel à cela, ce qui l'oppose donc à cet argument donc de fuite, on va dire, des bénéfices, c'est que il y a deux arguments principaux. L'un des principaux arguments, c'est que pour des pays fortement exportateurs, par exemple, comme en France, on a LVMH qui vend des sacs donc en Chine, et il lui semble quand même plus logique de déclarer les bénéfices de ces sacs en France qu'en Chine et de payer des impôts sur les bénéfices en France qu'en Chine, ce qui peut être en soi peut-être entendable. Et puis, il y a aussi l'autre argument qui est de dire, oui, mais les États ont tendance à vouloir taxer toujours plus les sociétés. Pourquoi y a-t-il des taxes sur les sociétés? Pourquoi pas seulement sur les individus? Et donc, pourquoi finalement, il vaudrait mieux qu'on s'entende tous sur les taxes minimales, peut-être à 12,5% comme en Irlande. Et finalement, ceux qui font au-dessus, c'est un peu des spoilers et c'est normal qu'ils soient punis de cette évasion fiscale parce qu'en fait, ils cherchent à trop prendre sur les entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments? On prend l'exemple du Luxembourg, par exemple. Le Luxembourg, c'est un petit pays européen. C'est le premier paradis fiscal pour les entreprises européennes, Mhm. d'accord? Et puis pour les fortunes françaises. Donc là, que ce soit particulier ou entreprise, tout le monde va au Luxembourg. En plus, c'est un pays qui s'est spécialisé, qui est un peu omniservice, c'est-à-dire qu'il va proposer des sociétés offshore, il va proposer le secret bancaire, il propose un ensemble de services. Et on voit bien que la population au Luxembourg, elle est beaucoup moins importante en nombre que la population française, par exemple. Mhm. Donc, il y a quand même, je veux dire, puis donc c'est-à-dire qu'il y a, en gros, il y a moins de jeunes donc à qui donner de l'éducation, donc il y a moins besoin d'universités, il y a moins de monde, donc il y a moins besoin d'hôpitaux. Et si on regarde en proportion, le Luxembourg taxe à peu près à 3%. Mais comme il y a tellement d'entreprises, je crois que c'est 155 000 entreprises qui sont commerciales, qui sont déclarées au Luxembourg, et ben, Mhm. ils se retrouvent tout à coup avec un prélèvement en termes d'impôts qui en fait un pays extrêmement riche. Je crois que c'est un des pays les plus riches
en PIB par habitant, en Oui, fait. PIB par habitant énorme, oui, c'est ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'on repère le plus facilement les paradis fiscaux quand il y a des PIB par habitant qui ne semblent pas correspondre à la réalité. Oui, tout à fait. Tout à fait. On les repère à ça et puis aussi à l'architecture. On voit bien que c'est une architecture avec des immeubles et des immeubles dans lesquels il n'y a pas d'employés, en fait. Enfin, c'est de ce type d'écran. Donc, des immeubles immenses qui abritent un très grand nombre. Je crois que c'est au Panama, cet immeuble qui a 28 000 entreprises commerciales qui sont Domicilié? référencées, D'accord. domiciliées sur l'adresse. Donc, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de monde. Ok. Donc oui, on peut répondre ça par exemple sur l'argument de vendre des sacs LVMH, c'est-à-dire que oui, en l'occurrence, bon, il peut être. Parce que moi, je disais ça par rapport à l'argument de dire est-ce qu'il ne serait pas plus logique que finalement on taxe toujours là où on a nos clients. Et en fait, finalement, on voit qu'il y a des cas où on abuse clairement de ce système de pouvoir déclarer ses bénéfices où on veut. Mais voilà, je pense qu'on peut être assez facilement d'accord là-dessus. Et qu'est-ce que vous répondez alors à ce deuxième argument qui est de dire oui, mais si les États avaient toute puissance, finalement, qu'est-ce qui les empêcherait de taxer autant qu'ils veulent? Et par exemple, en ce moment, la France qui taxe assez fortement les bénéfices sur les entreprises par rapport à l'Irlande, en fait, ce n'est pas justifié. Elle devrait plutôt s'aligner sur l'Irlande et puis comme ça, il n'y aurait pas d'évasion fiscale. Oui. Alors, vous êtes pour finalement un nivellement par le bas et le fait que on se. Mais à ce moment-là, pourquoi C'est se. ce que défend Jean-Marc Daniel, oui. Oui, mais à ce moment-là, on se fixe sur l'Irlande où le taux d'imposition sur les sociétés de 12,5. Mais alors à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plutôt se fixer sur le Delaware ou Guernsey où le taux d'imposition est de 0%? Enfin, à ce moment-là, c'est la question de l'impôt sur les sociétés qui est posée. Hmm. Mais euh, oui, je crois que oui, la question qui est posée, c'est celui du bien fondé de l'impôt sur les sociétés. Mais si on revient sur l'exemple de LVMH, ou de toute autre entreprise multinationale comme Starbucks, Amazon, Ikea. Je vous cite des entreprises Google qui sont souvent attaquées parce qu'elles payent peu d'impôts, voire pas du tout. Hmm. En fait, il faut voir que Google, par exemple, il va employer des jeunes diplômés français qui ont fait, par exemple, leurs études à la fac, à l'université française, qui est pas payante ou très peu en France, et donc Google va utiliser des serveurs numériques qui prennent de l'énergie. Donc, en fait, c'est une Hmm. entreprise qui s'appuie quand même sur des ressources. Et ces ressources, il faut bien qu'elles soient financées par quelque chose. Donc, Hmm. si ce n'est pas par l'impôt. En plus, c'est assez simple finalement de transférer les bénéfices de Google en France, de les transférer en Irlande. Et il y a un rapport qui avait montré que si on prenait le ratio des employés Google en France et des employés Google à Dublin, bah, finalement, il y avait tellement de bénéfices en Irlande par rapport au nombre d'employés que les Irlandais, je ne sais pas si c'est les moutons ou la Guinness, mais ça faisait d'eux les employés Les plus les plus productifs du efficaces, monde. les plus Hmm. productifs du monde. Donc, on voit bien qu'il y a des distorsions comme ça. Hmm. Mais, mais D'accord. Oui, avec, donc je avec crois que les. c'est un bon argument. Et si on en revient à cette idée de faut-il un impôt sur les sociétés, ça rejoint un peu cette chose-là, c'est-à-dire est-ce que les sociétés, on considère que les sociétés doivent contribuer et jusqu'à quel point au bien-être et à l'éducation etc. du pays dans lequel elles sont, ou est-ce que ce sont des sorte de pirate international qui n'ont de droit à rendre, qui n'ont de devoir à rendre à personne, quoi. Oui, enfin, moi, il me semble évident qu'aujourd'hui, les entreprises, de manière générale, elles font partie de la société, elles font partie Hmm. de notre environnement, elles font partie de notre vie quotidienne. Enfin, je veux dire, si vous prenez le nombre de marques avec lesquelles vous êtes en contact dans la journée par rapport à quelqu'un à la fin du 19e siècle en France, on est tout le temps en train de s'appuyer sur un Apple, Google, Amazon, etc. Et donc, à ce titre-là, elles doivent reverser là où les consommateurs, là où elles font du chiffre d'affaires. Ça me semble vraiment encore plus crucial quand il est question d'extraction de matières premières, typiquement comme l'exemple du Libéria. Mais le Libéria, donc le pétrole, les ressources naturelles, c'est une chose, mais l'intelligence des jeunes diplômés, c'est aussi une matière première que les entreprises privées utilisent largement. D'ailleurs, pour vous donner un petit chiffre, entre 2011 et 2020, le salaire moyen, en Europe, il a augmenté de 3%. Pour les 50% de la population. Et si vous prenez
c'est aux États-Unis, pardon. Si vous prenez les 50 Américains les plus riches, il a augmenté de 30% entre 2011 et 2020. Et on a vu Hmm. ces jours-ci que depuis 2 ans, enfin depuis 1 an qu'on est en période de Covid, les fortunes françaises les plus riches, elles ont également bénéficié de la pandémie parce qu'il y a certains aspects, certaines industries dans lesquelles c'est lucratif, par exemple les laboratoires pharmaceutiques. Hmm. Et les laboratoires pharmaceutiques sont très bien positionnés dans les paradis fiscaux. Mais ils ont commencé par avoir un peu de baisse au moment où il y a eu l'effondrement un peu global de la bourse. Mais c'est vrai qu'on a vu, il y a eu beaucoup d'articles au moment où on a vu qu'ils avaient déjà tout rattrapé, largement tout rattrapé, bien avant le reste de la population, quoi. Ouais. Oui, et la France est championne du monde en termes de rémunération des actionnaires depuis quelques années. Peut-être qu'il serait intéressant maintenant que vous nous parliez des lanceurs d'alerte et de leur psychologie, parce que du coup, c'est des gens qui ont été en première ligne de ces sociétés, on pourrait les appeler pirates sans nation, et qui ont eu probablement une forte impression d'injustice puisqu'ils ont décidé de dénoncer les choses. Qu'est-ce que vous en Oui, pensez? oui, alors je vais vous parler des lanceurs d'alerte mais juste pour terminer sur la question de l'évasion fiscale, on peut terminer sur une bonne nouvelle parce que hier, mercredi, il y a une réunion donc, au niveau de l'OCDE des principaux responsables de projets sur la question de l'harmonisation fiscale européenne et Vous l'élection de voulez, Biden. oui, vous euh, voulez parler de la proposition de Joe Biden de 21 à 28% d'imposition sur les bénéfices. oui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les pays, donc je vous l'ai dit, sont en concurrence pour attirer les entreprises. Les entreprises, c'est de l'emploi, donc c'est bon pour la politique. Mhm. Mais donc cette concurrence en fait entre les pays européens, c'est compliqué si vous voulez. Plus vous baissez votre taux, plus vous êtes agressif vis-à-vis de vos partenaires européens. Mhm. Et il y avait la difficulté de penser que si on parvenait à une sorte d'harmonisation du taux européen, admettons que tous les pays européens proposent le même niveau d'imposition sur les sociétés, comme il y a des paradis fiscaux en dehors de l'Europe, eh ben, tous les fonds qui sont au Luxembourg pourraient très facilement partir à Hong Kong, à Singapour ou dans le Delaware. Donc, c'est un État qui est connu pour sa largesse fiscale aux États-Unis. Et en fait, Biden, il vient de se positionner parce que les États-Unis aussi souffrent, même au sein des États-Unis, les États voisins du Delaware, en fait, souffrent de la fuite des capitaux et donc de la minoration de l'assiette fiscale qu'ils peuvent percevoir. Et donc, Biden s'est positionné pour une réflexion au niveau, non pas de l'OCDE, mais au niveau des Nations Unies. Donc, c'est assez positif. Maintenant, la Du, question, c'est du G30, quel... si mes souvenirs sont bons. Ouais, G30. Mais la question, c'est quel taux d'imposition? Et en fait, ce qui a été plutôt positif, c'est qu'il n'a pas proposé 12,5, mais plutôt quelque chose autour de 21-24%. Et encore plus En intéressant, taux ici, minimal, oui, mais lui compte retourner à minimal. 28%. Oui, donc ça c'est vraiment positif d'avoir des chefs d'État qui augmentent les impôts parce que c'est bon pour les citoyens en fait. Mais ce Mhm. qui est très intéressant aussi, parce qu'ils anticipent le problème, les entreprises multinationales, elles ont des armées de juristes extrêmement intelligents, et il y a même certains gouvernements qui ont tellement sacrifié en fait les services de l'administration fiscale que les jeunes enquêteurs fiscaux très forts, ils ont tendance à aller faire du conseil fiscal chez Google ou chez Amazon. Donc là, Mhm. il y a aussi des enjeux à ce niveau-là. Mais en fait, ils sont en train de réfléchir, anticiper, en fait, puisque comme les entreprises, les multinationales sont très armées, en fait, pour trouver les failles dans la loi, ils sont en train de réfléchir à récupérer entre pays la différence fiscale. Donc, par exemple, si vous avez un pays avec 20% d'imposition et un autre pays à 12% d'imposition, eh ben, on regarde après le chiffre d'affaires, comment il est réparti de la multinationale, comment il est réparti entre ces deux pays. Et les Mhm. 8% d'écart sont répartis en fonction du chiffre d'affaires par pays. Ça semble un peu compliqué comme ça, mais ce Mhm. qu'il faut retenir, c'est quand même que je pense que la pandémie, finalement, va accélérer l'harmonisation fiscale. Ça semble compliqué, mais si on y regarde bien, c'est déjà ce que font les États-Unis pour leurs citoyens. C'est-à-dire que si on est dans un pays qui paye moins d'impôts, ils récupèrent la différence de moins perçu. Tout à fait, absolument. Donc, il n'y a pas forcément de raison que ce soit infiniment plus compliqué à mettre en place pour les entreprises.
Complètement. En fait, les États-Unis sont patriotes, mais en même temps, ils sont extrêmement sévères avec les contribuables américains qui fraudent le fisc. L'affaire UBS, par exemple, aux États-Unis, ça a été de la prison ferme pour les chargés d'affaires UBS et pour les clients qui avaient tenté de sortir en fait leurs avoirs pour les mettre souvent en Suisse. Hmm. Et donc, effectivement, donc aux États-Unis, si vous êtes par exemple un ressortissant américain mais que vous vivez au Mexique, eh ben, vous continuez en fait à être imposé au même taux que votre état d'origine aux États-Unis. Ça, on D'accord. pourrait faire la même chose pour les entreprises. Ok. J'en profite pour vous dire une petite anecdote. Il y a environ un mois, YouTube nous a envoyé des mails à tous les YouTubeurs du monde pour les prévenir en fait que ils allaient devoir déclarer dans quel pays ils payent des impôts sur les revenus qu'ils font de YouTube. Et en fait, si jamais ils ne faisaient pas cette déclaration, YouTube considérait c'est comme s'ils faisaient la totalité de leur chiffre d'affaires, parce que chiffre d'affaires et bénéfice, c'est pratiquement la même chose pour les YouTubeurs, aux États-Unis, et que donc ils seraient taxés à 22% sur l'ensemble de leurs revenus. Et donc après, il fallait remplir quel était notre statut, dans quel pays on payait des impôts, s'il y avait un accord avec les États-Unis ou pas, etc. Et ce, jusqu'à finalement nous dire qu'on va payer, s'il n'y avait pas d'accord avec les États-Unis, mais qu'on est bien dans un autre pays, on ne paierait pas des impôts sur la totalité de ce qu'on gagne, mais par contre, on paierait des impôts sur la part faite aux États-Unis. Comme quoi, la vision de non, vous faites de l'argent ici, vous payez des impôts ici, n'est pas si difficile à mettre en place parce qu'on voit bien que quand ils mettent la pression sur les GAFAM de cet ordre-là, finalement, c'est possible parce que ce sont des entreprises qui ont des statistiques monumentales et extrêmement précises sur où est fait l'argent, comment, etc. Donc, Ouais. c'est tout à fait possible de mettre ça en place. Et voilà, c'était juste une remarque. Et puis sinon, j'avais envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez de l'objection qui consiste à dire que augmenter les impôts, bah, c'est la remarque qui est faite d'ailleurs à Joe Biden, hein, que d'augmenter le taux d'imposition va un peu ralentir la croissance, ralentir le rebond et que finalement, c'était l'un des arguments de Jean-Marc Daniel sur les taux d'imposition variables des entreprises, c'est que quand tout va bien, on peut taxer un peu plus les entreprises, mais quand on est un peu dans le fond du trou comme en ce moment, on peut plutôt baisser ces taux pour qu'il y ait plus de croissance, que ça redémarre plus vite. Et donc, Ouais. s'il y a plus de croissance, il y a plus de richesse globale et donc ça ruisselle sur tout le monde, tout ça. Oui, bah, c'est ce que Ce j'allais vous genre dire. de La raisonnement. théorie du ruissellement, c'est quand même une théorie qui est belle en pratique, mais en réalité qui me semble n'est pas traduite dans les faits. Moi, il me semble que moins d'impôts sur les sociétés, ça fait plus de dividendes pour les actionnaires, c'est-à-dire pour une petite partie de la population, pour des fonds d'investissement qui sont justement situés dans des paradis fiscaux et judiciaires et qui donc ne payent pas d'impôts et en ce sens ne contribue pas au bien-être commun. Enfin, moi, à titre personnel, je suis très heureuse de vivre dans un pays qui taxe les sociétés. Je suis contente que la piscine municipale, elle me coûte 2 euros l'entrée et qu'elle soit gratuite pour les personnes qui sont en situation de recherche d'emploi, que les parcs nationaux soient propres et qu'ils soient gratuits, ouverts à tous, que le musée du Louvre expose ses collections quasiment gratuitement. Enfin, tout ça a un coût de fonctionnement, mais c'est bien par l'impôt. Et là encore, je suis un peu sur le bien-être et sur le plaisir quotidien, mais je veux dire, on pourrait parler de la situation dans les hôpitaux Bien sûr. qui nous apparaît Et, criante et donc, aujourd'hui. quand j'ai répondu ça, Jean-Marc Daniel m'a rétorqué que s'il y a plus de croissance, on peut aussi augmenter les salaires et que tout le monde finalement peut se payer ça. Mais bon, je dois dire que j'aurais tendance à être plus de votre avis, puisque cette idée que les salaires augmentent naturellement parce que les gens sont de plus en plus qualifiés, etc., on voit bien qu'à chaque fois, ça marche pour certains et puis ça laisse beaucoup de gens de côté, quoi, tout Mais, simplement. enfin, quand en fait, la question, c'est comment est-ce que les individus s'enrichissent? Est-ce qu'on s'enrichit avec une augmentation? Enfin, quand on est aujourd'hui salarié dans une entreprise privée, je ne suis pas spécialiste de la question, mais il me semble que l'augmentation annuelle, c'est de l'ordre de 1, 1,5%, 2%. Et quand on voit à côté que la fortune, qui est le revenu du capital, où les revenus issus des dividendes sont plutôt de l'ordre de 30%, on voit bien que la rapidité de la croissance, elle n'est pas la même.
moi, je crois pas Attendez, vous qu'aujourd'hui. connaissez des investissements qui rapportent à 30%? Bah non, mais Faut c'est nous juste les que dire. je connais ce chiffre, voilà, de la richesse des plus riches, en fait, qui a augmenté de façon assez spectaculaire depuis une dizaine d'années. Mais pour moi, c'est pas des Ah oui, revenus du travail. vous comparez un taux sur un an à un taux sur 10 ans. C'est pas très honnête, ça. Non, c'est pas très honnête, mais enfin, moi, il me semble qu'aujourd'hui, on s'enrichit pas, on ne fait pas fortune en étant salarié. Donc, je trouve que l'argument, la croissance retombe en augmentant les salaires, elle est, à mon avis, injustifiée parce que c'est pas une augmentation de 1% par an qui fait de vous quelqu'un qui s'enrichit vraiment tout d'un coup, qui fait fortune au sens fort du terme. Hmm. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Il me semble qu'aujourd'hui, les gens très riches, c'est des gens qui ont hérité, d'une part, qui ont hérité de sociétés dans lesquelles il y avait des actions, des dividendes, ce genre Oui, oui, de... je suis bien d'accord avec vous et on voit que statistiquement, c'est le cas, même si Jean-Marc Daniel m'a opposé les cas de quelques arbres qui cachent la forêt, de Elon Musk ou de Mark Zuckerberg, qui sont vraiment des exceptions. Et Ouais. il y a une statistique qui était sortie il n'y a pas très longtemps d'ailleurs là-dessus, je crois que c'était par Le Monde, sur les inégalités génération après génération et qui semblait montrer que plus de 99% des gens qui étaient riches aujourd'hui étaient finalement descendants de gens riches, il me semble. Oui, 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 enfin, encore une fois, je connais pas cette statistique, mais il m'apparaît que génération en génération, j'ai l'impression que l'écart se creuse entre les gens les plus pauvres qui ont juste le revenu de leur salaire et les gens les plus riches qui, outre leur salaire, perçoivent aussi des dividendes, des héritages, etc. Hmm, ok. Donc, on se place plutôt dans un modèle redistributif. Donc, il semblerait que l'évasion fiscale soit injuste. En tout cas, c'est la sensation qu'ont eu un certain nombre de lanceurs d'alerte, Mm. dont je vous encourage à nous parler maintenant, si vous le voulez. Oui. Bah, pour rester sur ce sujet, on peut s'intéresser aux LuxLeaks, donc les fuites du Luxembourg de Antoine Deltour. Donc Antoine Deltour, c'est un jeune homme qui est justement diplômé d'une école de commerce à Bordeaux, qui est embauché chez, à l'époque, PricewaterhouseCoopers, qui est un cabinet d'audit, et dans lequel il travaille en tant qu'auditeur. Et comme c'est un cabinet d'audit qui est au Luxembourg, il entre en contact avec des documents qui s'appellent des ATA, Tax Rulings. Donc, c'est des Advanced Tax Agreements. C'est en gros les entreprises qui veulent s'installer au Luxembourg demandent à l'administration fiscale luxembourgeoise si je m'installe, combien ça va me coûter. Et donc, en fait, il y a comme ça des montages. Il va constater, en fait, ce qui est intéressant dans le cas de Antoine Deltour, c'est qu'il a dénoncé des pratiques qui étaient légales, mais il a montré comment, en fait, les entreprises multinationales vont négocier à l'avance le montant de l'imposition, le taux d'imposition qu'elles vont payer sur leurs revenus. Et Hmm. donc, ces taux d'imposition qui sont assez faibles, hein, de l'ordre de 3, 4, 5 et donc, lui, c'est ce qu'il va dénoncer. Il va copier des documents. Il va copier ces documents, en fait, qui, encore une fois, sont des documents extrêmement, enfin, qui sont légaux, mais ultra confidentiels. Et ces documents vont être présentés par Édouard Perrin dans l'émission Cache Investigation d'Élise Lucet. Donc, voilà, un lanceur d'alerte. Et ça, c'était en 2014, si je ne me trompe pas, et il a vraiment fait avancer, enfin, cette histoire a vraiment fait avancer la législation européenne, puisqu'après, il y a eu un accord au niveau européen sur la question des tax rulings. Il a fait avancer la législation, en fait. Donc, Hmm. c'est vraiment en gros, Alors, donc l'idée qu'on explique quand même un petit peu plus en détail. Donc, l'idée, c'est moi, je suis par exemple une énorme entreprise. ouais. Et donc, le Luxembourg, je sais qu'ils ont une politique qui a tendance à dire, bon, si vous êtes très gros, on sera peut-être très gentil. Et donc, Mm, j'imagine que plus on est gros, plus ils sont gentils. Et mm, donc, je leur dis, bon, je vais vous payer que 2% d'impôts, mais mm. regardez tout ce que vous allez gagner vu les Bien sûr, montants. C'est cette exactement. idée-là. Exactement, exactement. Et comment se Petit, fait-il que ça se soit autorisé? C'est quand même incroyable dans le cadre de l'Union européenne. Pourquoi y a-t-il encore des paradis fiscaux dans l'Union européenne? C'est ça qui est fou. ouais. Ouais, alors bon, ça c'est vraiment une question très importante qui tient à la construction de l'Europe après 1945. En fait, l'Europe a été construite enfin, l'Europe,
à 15, à 25, à 29, c'est quand même des réunions ultra longues avec plein de gens, hein. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà été en colocation, mais les décisions à prendre de façon collégiale, elles sont quand même compliquées. Et en fait, il y a l'Europe a Justement, non, parce que je le sais. L'Europe, un choix qui a été fait, c'est en matière fiscale de laisser la décision aux États, ce qu'on appelle la souveraineté fiscale, c'est-à-dire que la France est libre de fixer son taux d'imposition comme l'Irlande et comme le Luxembourg. Ça, c'est la première ambiguïté. La deuxième ambiguïté, c'est que, comme je vous le disais, il y a, il me semble que c'est dans le top 10 des paradis fiscaux et judiciaires en montant, il y en a 6 qui sont situés au cœur de l'Europe, d'accord? Donc, les îles Vierges britanniques, les îles qui appartiennent à la couronne britannique, hein, les Bermudes, les îles Caïmans, et puis il y a le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse. Donc, les paradis fiscaux sont au cœur de l'Europe. Donc, Il y a aussi Chypre et Malte, peut-être, non? aussi Chypre et Malte, absolument. Oui, oui, Mm. tout à fait. Donc, en fait, on voit bien comment l'Europe, enfin l'OCDE en tout cas, est à la fois juge et partie. Et on estime qu'ils sont. Alors, comme il y a des grandes entreprises européennes, ils vont à la fois mettre en place des règles et en même temps aider les entreprises à les contourner. Ça, c'est vraiment. Il y a j'oublie le nom, mais une convention africaine sur la justice fiscale qui qualifie l'OCDE de club de pays riches, en fait, qui à la fois, voilà, on a vraiment la main mise sur les règles fiscales. Un autre problème, c'est celui de la règle de l'unanimité. En fait, les décisions sur une harmonisation fiscale européenne doivent être prises à l'unanimité. Et évidemment, l'Irlande, le Luxembourg ou tout simplement le Royaume-Uni, donc qui n'est plus maintenant dans l'Europe, ils n'ont pas les mêmes intérêts, évidemment, par Mhm. rapport à la France et l'Allemagne qui ont plutôt tendance à pousser pour, comme la France a un taux d'imposition faciale qui est important, à pousser pour monter ce taux plancher, quoi. Bien sûr. Voilà pour les ambiguïtés de l'OCDE sur la question fiscale. Et donc, pour revenir à Antoine Deltour, lui, il a constaté en fait comment les entreprises multinationales optimisaient, mais de façon extrêmement agressive, l'assiette fiscale. L'assiette fiscale, c'est le montant sur lequel on va prélever de l'impôt. Et c'est ce qu'il a dénoncé. Et donc, alors, pour parler un peu des actions positives, du coup, en fait, c'est intéressant, mais l'enjeu du secret, enfin, en gros, ce qui manque, c'est juste une circulation beaucoup plus fluide de l'information. Parce que, par exemple, la France a tout intérêt à pouvoir savoir où les entreprises françaises logent leurs bénéfices. D'accord? Si je prends une entreprise française qui marche bien, par exemple, tout à l'heure, j'ai lu quelque chose sur Schneider Electric, et ben, peut-être que Bercy a envie de savoir quelles sont les filiales de Schneider Electric. Et est-ce que, par exemple, moi, quelque chose qui m'interpellerait, c'est une filiale, par exemple, au Luxembourg, en Suisse, à Hong Kong, à Singapour. Voilà, tout ça, c'est typiquement des exemples de sociétés potentiellement qui peuvent être des sociétés offshore, c'est-à-dire juste des sociétés écrans, qui sont des coquilles vides et dans lesquelles on va juste fictivement loger les bénéfices, alors qu'il n'y a pas ou très peu d'employés à Hong Kong, en Suisse, au Mm. Luxembourg. Donc, en fait, ça paraît simple, hein, mais l'échange automatique de données en 2015, c'est que le fait que si jamais la Suisse ou le Luxembourg hébergent des filiales d'une entreprise qui est française, hein, donc, dont le siège est en France, à Paris, par exemple, et ben, le Luxembourg doit automatiquement envoyer les informations à Bercy. Donc ça, c'est déjà une chose, mais on peut aller plus loin, hein. L'échange automatique, c'est bien, mais peut-être qu'on pourrait avoir un échange public, c'est-à-dire que les journalistes, les associations, les citoyens puissent avoir accès tout simplement, de la même façon qu'on peut avoir accès aux informations légales sur les sociétés, bah, juste de savoir pour telle entreprise, je ne sais pas moi, par exemple, vous achetez des baskets d'une marque française, bah, savoir où cette marque de basket, est-ce que cette marque de basket, elle n'a pas une petite filiale au Luxembourg qui lui permet de pas éviter de payer des impôts en France, par exemple. Mm. Ce qui est compliqué dans ces histoires-là, c'est qu'on a l'impression que les solutions sont diaboliquement simples, Ouais. mais que ça reste des problèmes extrêmement vieux, quoi. Du coup, on a envie de se dire, Ouais. mais qu'est-ce que vous avez foutu depuis 30 ans pour ne pas régler ça, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais en fait, moi, ce que je trouve absolument passionnant d'un point de vue organisationnel, c'est que, par exemple, les Panama Papers, donc pour rappel, c'est la fuite de documents qui venaient d'une entreprise qui s'appelle Mossack Fonseca au Panama, qui est le dirigeant légal de Mossack Fonseca. Il était l'administrateur de 28 500 entreprises. Donc, Mm. c'est typiquement des sociétés qui font écran.
en fait, il y a plein de gens qui ont intérêt à savoir qui est le bénéficiaire derrière une entreprise. Quand les Panama Papers ont explosé, il y a plein de pays qui ont pu retrouver en fait les bénéficiaires effectifs qui se cachaient derrière Mossack Fonseca. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il y a quand même des gens ou des structures ou des entreprises qui ont intérêt à ce que ces scandales-là explosent. C'est-à-dire que c'est pas seulement voilà, des scandales un peu gratuits, c'est aussi de l'information qui circule. C'est juste une histoire d'information en fait. La question de l'évasion fiscale, c'est vraiment juste une question d'information. Les informations, elles sont simples. C'est quel est le chiffre d'affaires, quel est le bénéfice, combien d'impôts est payé, quel est le taux d'imposition effectif, combien il y a d'employés, et combien il y a de clients. C'est vraiment simple en fait les solutions. C'est juste voilà, que les pays échangent automatiquement des informations. Moi, j'ai cette entreprise, le siège est à Lille. Est-ce qu'elle a des filiales en Belgique, par exemple? Donc, finalement, les gens qui sont pour, c'est-à-dire, ou en tout cas qui font rien de méchamment contre, on va dire, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être soit des gens, des lobbyistes qui ont pour intérêt que les entreprises payent le moins possible d'impôts, soit des pays qui en profitent, soit encore des gens comme Jean-Marc Daniel, c'est-à-dire des économistes classiques un peu à l'ancienne, dur de dur, où on dit non, mais le libéralisme à fond, c'est bien. Il faut niveler les impôts par le bas, on paye beaucoup trop d'impôts, il y a beaucoup trop de fonctionnaires, de toute façon, il y a trop de dépenses publiques, il faut tout privatiser, quoi. Finalement, c'est un peu ces trois profils-là qui peuvent être contre une harmonisation fiscale, on va dire, et une information de tout le monde, n'est-ce pas? Oui, Oui. il y a aussi un autre enjeu qui me paraît extrêmement important dans la question fiscale, c'est celui de, bon, déjà, l'égalité devant l'impôt des citoyens. Parce que si vous et moi, on paye nos impôts, c'est parce qu'on a l'idée, le sentiment que tout le monde autour de nous paye ses impôts. Donc, c'est vrai que payer des impôts, a priori, je veux dire, spontanément, ça fait plaisir à personne, hein. Il Oui, faut le quand même. consentement à l'impôt, tout à fait. Le consentement à l'impôt, il repose sur le fait que tous les individus, donc là, on repart au niveau individuel et comme on l'a vu en termes d'impact, en termes d'ampleur, moi, je préfère parler de l'évasion fiscale des entreprises, mais le consentement à l'impôt, c'est la même chose pour les entreprises. Pourquoi est-ce que les PME qui n'ont pas les moyens d'avoir 200 fiscalistes à domicile pour créer des montages ultra sophistiqués qui passent par Singapour et qui passent par Guernsey, pourquoi est-ce que les PME du coin de la rue devraient payer 33% d'impôts alors que les autres échappent à l'impôt? Donc ça, c'est une première chose. Donc en termes vraiment de démocratie, d'égalité. Deuxième chose, c'est le financement de la vie politique. Donc a priori, ça n'a pas de lien, mais ça en a un quand même. C'est qu'aux États-Unis, par exemple, les entreprises, elles vont financer des candidats. Et donc, elles vont financer des candidats et puis elles vont lui dire, en contrepartie, tu ne monteras pas le taux d'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est le cas de façon claire aux États-Unis, mais c'est aussi le cas en France. En France, il y a des entreprises, par le biais de particuliers éventuellement, qui vont financer des campagnes politiques. Et donc, en contrepartie, peut-être que les hommes et les femmes politiques, ils n'ont pas intérêt à monter l'impôt sur les dividendes, sur la taxation de la plus-value, etc., pour les particuliers. Je ne sais pas si Oui, c'est pour clair. être financé, puisqu'on sait qu'en France, effectivement, c'est uniquement les particuliers qui ont le droit de financer les campagnes, jusqu'à hauteur de 7 500 euros, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Mais ils peuvent, par différentes astuces du style donner à la fois à l'AREM, mais aussi à l'association de soutien de Macron et aux jeunes, et pour la campagne et des trucs comme ça, ils peuvent s'arranger pour donner pas mal. Et puis, comme c'est une fois par personne, ils peuvent aussi donner pour tous leurs enfants ou des choses comme ça. Et donc, oui, on s'arrange avec. On peut toujours, effectivement, le financement des campagnes peut toujours faire lobby. Après, normalement, si c'est trop évident, Mmh. si on considère que les citoyens ne sont pas stupides, normalement, ils ne votent pas trop contre leurs intérêts. Donc, une grande majorité devrait quand même voter pour les candidats qui, a priori, ne proposent pas des choses contre leurs intérêts. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si on dit que tout le monde est stupide et qu'on vote que pour la personne qu'on voit à la télé. Mais si on ne dit pas ça, alors le financement n'est pas tout normalement. Oui, ben, ça, je vous laisse libre d'en juger par vous-même, hein. Oui.
On va pas Moi, rentrer il me dans ce semble que sujet. C'est un autre sujet. le sénateur Éric Bocquet, par exemple, qui, il me semble, si je ne me trompe pas, est affilié au groupe communiste au Sénat, il connaît très bien la question de l'évasion fiscale et il a beaucoup travaillé sur ce sujet. Manon Aubry aussi, de la France Insoumise. Donc, a priori, c'est plutôt des gens à gauche ou à l'extrême gauche qui vont je ne sais pas s'ils vont tant appeler à une augmentation de l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu, mais en tout cas au fait de ne pas niveler par le bas et de vraiment sanctionner les entreprises qui font de l'évasion fiscale agressive, quoi, de l'optimisation fiscale agressive, c'est sûr. Bien sûr. On a parlé de tout ce que je voulais. Est-ce que vous voulez nous parler plus spécifiquement de tel ou tel lanceur d'alerte ou sur votre thèse, des choses des choses qu'on n'aurait pas abordées? Bon, c'est un sujet passionnant. Peut-être quelque chose qu'on peut ajouter sur les paradis fiscaux et judiciaires. J'invite les gens que ça intéresse à regarder en fait sur les banques, la place des banques le rôle des banques dans les paradis fiscaux et judiciaires me semble vraiment très intéressante dans la mesure où en gros, on l'a bien vu dans la discussion, mais la question des paradis fiscaux, il faut la penser à plusieurs niveaux, notamment l'interaction entre le niveau national, niveau européen et ensuite niveau mondial. Et donc, un bon exemple, c'est que par exemple, les banques françaises sont plutôt bien positionnées à l'international, elles exportent, elles ont des filiales dans plein de pays, mais elles sont aussi extrêmement bien positionnées dans les paradis fiscaux et judiciaires, pas seulement pour leurs clients, donc les entreprises et les particuliers qui font appel à ces services, mais aussi pour y loger leurs propres bénéfices et aussi pour pouvoir faire des choses, c'est-à-dire du trading haute fréquence ou des prises de position sur les marchés financiers qui ne sont pas légales en France. Donc, en fait, je pense que, par exemple, la classe politique française, elle est gênée par ce sujet de l'évasion fiscale parce qu'à la fois, on a envie de défendre les intérêts de la France, on a envie de défendre la compétitivité des entreprises françaises, et notamment des banques françaises, et en même temps, on veut lutter contre l'évasion fiscale d'un Starbucks ou d'un Facebook en France. Donc, je pense que c'est un sujet assez complexe, effectivement, mais il y a vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des mesures très simples qui peuvent être mises en place. Je vais en citer trois. Il y a l'échange automatique de données entre pays. Ça, c'est une évidence. Deuxièmement, la plupart des pays, ils ont un registre du commerce et des sociétés, mais il faut un registre du bénéficiaire, c'est-à-dire qui est le bénéficiaire effectif des fonds. Ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, troisièmement, il faut un reporting des activités d'une entreprise pays par pays. Si vous avez ces trois choses, échange automatique de données entre les pays, registre de qui est le bénéficiaire effectif et reporting pays par pays, c'est-à-dire Google, il fait quoi en Irlande, il fait quoi en France, pareil pour Starbucks, pareil pour Amazon. Déjà, avec l'échange automatique d'informations, les pays vont pouvoir très facilement se concerter. Ensuite, avancer vers une taxation, clairement une taxation unitaire, c'est-à-dire un plancher commun au niveau de l'OCDE. Idéalement, un plancher commun qui soit le même aux États-Unis, comme ça, ça fait sauter les paradis fiscaux. Et puis, la dernière chose, c'est tout simplement de renforcer les moyens de lutte contre la fraude. Il y a une association qui s'appelle Inspecteurs des impôts sans frontières. C'est un programme des Nations Unies, je crois, et c'est vraiment intéressant. C'est des inspecteurs des impôts qui vont aider des administrations fiscales qui sont moins développées et pour les armer, en fait, contre les juristes des entreprises. D'accord. Donc, C'est typiquement, une les association à but non lucratif? tout à fait, Et tout à fait. on peut leur faire des dons? On peut leur faire des dons, ouais, qui D'accord. sont Donc, défiscalisés, je pense. Ouais. qu'est-ce que vous avez dit, pardon? Des dons qui sont défiscalisés, je pense. Voilà, donc ça permet de faire un petit peu d'optimisation fiscale à votre niveau. On en revient Mais toujours là. c'est limite, le montant est quand même assez faible. Mais Oui. en fait, c'est juste, cette association, elle me semble, il y a donc Inspecteur des impôts sans frontières, il y a aussi Transparency, CCFD Terre solidaire, et puis un film sur les Panama Papers qui est sur une plateforme américaine assez connue qui Avec s'appelle, Meryl Streep, il me semble. voilà, c'est ça, avec Meryl Streep, il y a Antonio Banderas aussi. Ouais, j'ai bien aimé ce film. Il s'appelle comment déjà? C'est de Laundromat. Laundromat, ça veut dire Ouais, la le lavomatique. blanchisseuse, en fait. Ouais, le lavomatique. Et donc, c'est le blanchiment, en fait, le blanchiment de fraude fiscale. D'accord. Pour finir, j'aimerais bien vous poser une petite question Ouais. assez agaçante.
C'est donc vous avez donné les mesures principales donc qui nous permettraient de nous débarrasser de ce problème. Voilà, on imagine que ça peut être très compliqué et très long de mettre ça en place avec tous les pays du monde, mais déjà, on ne le fait pas dans l'Union européenne et donc on sait que en matière de fiscalité, je ne sais pas si on en a reparlé aujourd'hui, il me semble, mais tout doit être voté à l'unanimité et donc comment convaincre l'Irlande et le Luxembourg? Je Mm. m'en veux moi-même de me poser cette question. Je ne comprends même pas qu'on Ouais, ait besoin de se poser cette question, mais comment les ouais, convaincre ouais. d'accepter finalement ça? Ils n'accepteront jamais. Donc, est-ce qu'on va pouvoir se sortir de ce guêpier? Je pense que oui, parce que voilà, cette nouvelle façon de faire, c'est-à-dire que les États se mettent d'accord sur le fait que s'il y a un différentiel de taux d'imposition, la différence de taux d'imposition qui est aussi ramenée au chiffre d'affaires de l'entreprise Mmh. est ensuite partagée en fonction de la répartition du nombre d'employés ou du nombre de Mais consommateurs. pourquoi l'Irlande ou le Luxembourg accepteraient ça? Je pense qu'ils n'auront pas le choix parce que la pression des citoyens et des citoyennes européens et européennes est de plus en plus forte. Donc, on va y venir. Je pense qu'on va y venir. Mais pour me faire un petit peu l'avocate du diable, c'est vrai que des pays comme avec le Luxembourg, en fait, il y a peut-être 200 ans, fonctionnait sur l'industrie sidérurgique. Pareil, Malte, c'est un caillou qui n'a pas des ressources que la France peut avoir. C'est un Donc, caillou. la question, c'est la transition, en fait. Et donc, peut-être qu'une façon d'y arriver, c'est d'aider ces pays-là vers une transition et sortir de ce système de services financiers. Euh, Bah, je crois qu'on les a bien aidés pour leur transition ces dernières années, indirectement avec les bénéfices qui ont été imposés chez eux, ils ont été bien aidés, hein. Ça leur donne de quoi voir venir. mm, Une des manières, moi, quand j'ai appelé la Commission européenne, ce que m'a dit un des conseillers en communication de la Commission, c'est que une des manières serait d'arrêter cette unanimité. Mais pour ça, il faut l'unanimité. Donc voilà, ils espèrent plus ou moins arrêter l'unanimité grâce à d'autres sujets, et puis petit mm, à petit en revenir à celui-là. Et puis sinon, une autre tactique, qu'on m'aurait expliqué, ce serait un certain article qui permettrait, donc sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui permettrait, quand il y a une concurrence déloyale effective mm, de la part de certains États membres, d'agir sans l'unanimité. Donc là, pareil, mais il faudrait démontrer cette concurrence déloyale. Mais le problème, mhm. c'est que ça nous lancerait dans des procès qui pourraient être très longs, sur lesquels pourrait y avoir énormément de recours, etc. Et donc, du coup, je pense qu'ils essaient de ne pas utiliser cet article pour, entre guillemets, pas que ça se passe devant les juges, mais plutôt positivement, pour pas non plus se mettre des nations à dos. Mm. Voilà. Donc, comme d'habitude, dans l'Union européenne, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Oui, mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de la construction européenne. Enfin, la beauté au sens où ça me semble, C'est quand toujours on partage. difficile de se mettre d'accord, oui. Ouais, mais quand on partage le même territoire, la même monnaie, le même ancrage historique, c'est évident que il peut pas y avoir. Enfin, parce que derrière ce décalage fiscal, il a des conséquences sur le développement des pays, donc notamment de l'Europe de l'Est. Il a voilà, sur le financement des universités, sur le financement des Hmm. hôpitaux. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est que plus le temps passe, moins les entreprises payent d'impôts relativement à ce qu'elles auraient dû payer chaque année. Donc, en fait, elles amassent des budgets qui leur permettent de financer, en fait, les failles juridiques. Elles vont s'acheter les services de jeunes juristes extrêmement compétents. Et c'est pour ça que, en ce moment, il y a la question de la taxe sur les GAFAM dont on parle beaucoup. En plus, c'est des entreprises américaines pour le coup. Mais la France est un pays, la France, l'Allemagne, l'Europe est un marché extrêmement important pour ces entreprises américaines. Donc, il n'est pas normal qu'elles ne payent pas d'impôts ou des taux d'imposition dérisoires alors qu'elles vendent leurs services ici. C'est-à-dire que bah, voilà, les camions qui livrent par Amazon, ils passent par des routes qui sont payées par les conseils départementaux. Enfin, tout un ensemble de services et de ressources qui sont financés par l'impôt. Donc, d'ailleurs, Bien ce sûr. film-là le montre bien, parce que le Panama, c'est un pays très pauvre, et pourtant, c'est une place fiscale
très intéressante. Et d'ailleurs, si on enlève la population qui travaille dans le secteur financier au Luxembourg, les Luxembourgeois ne sont pas parmi les Européens les plus riches quand on regarde le PIB par habitant. Si vous enlevez tout le secteur financier, tout le secteur bancaire, le Luxembourg reste un pays développé, mais ce n'est pas non plus… La panacée. Ouais, c'est ça. Il y a des D'accord. pays, voilà, des paradis fiscaux qui ne bénéficient pas en fait du service financier qu'ils offrent. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Mao Fancini. Je pense qu'on en a terminé. Oui, merci beaucoup et bonne continuation sur cette chaîne.